Bonsoir à tous, merci d'être avec nous ce soir dans votre émission Le Grand Entretien. Nous recevons Paul Niaoutine, le chef de file du Palika et président sortant de la province Nord, qui est également à la tête de la liste Union nationale pour l'indépendance, l'UNI Nord, une liste bien évidemment qui sera présentée en province Nord ce dimanche. Au programme ce soir, nous allons revenir sur la campagne et le programme de l'UNI. Je vous propose que l'on retrouve tout de suite notre invité. Paul Niaoutine, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté l'invitation. Nous arrivons à la fin de la campagne provinciale. Cela fait 20 ans que vous êtes à la tête de la province Nord depuis 1999 et vous briguez votre 5e mandature. Est-ce que cette dernière campagne était comme les autres ou avait une saveur particulière? Oui, cette campagne est nettement, on va dire, plus animée, au sens où on ne fait pas que des réunions publiques et des meetings, on fait beaucoup de réunions de proximité à la demande de nos concitoyens, commune par commune. Donc, on va dire que nous avons dans notre liste des jeunes, des plus anciens, des hommes, des femmes, et donc certains ou certaines de nos candidats ont été élus sortants ou ont une activité professionnelle. En tous les cas, c'est une liste de jeunes femmes, de jeunes hommes et de moins jeunes, mais on va dire qui participent bien à la campagne parce qu'on a largement préparé notre bilan. Vu ce que vous avez dit, ça fait la 4e fois que nous gérons la province Nord. Oui. Et donc, on a d'abord fait un bilan et on a dégagé des perspectives. Et donc, pour intervenir sur ces propositions d'orientation de programme, tout le monde s'y met. Alors justement, on va revenir sur la composition et l'élaboration des listes. Il y a un mot qui était revenu lors d'un meeting, d'une rencontre citoyenne qui a eu lieu ici à Koné, à la Salopitiri, sur la composition des listes, où vous avez misé sur la qualité des personnes qui doivent composer les listes. On a senti, pour revenir sur votre campagne, qu'il y avait plus de rencontres citoyennes. Oui, en effet, nous nous adressons à la citoyenneté calédonienne, qui pour nous, c'était le slogan de la dernière mandature, de la dernière campagne. Confortons notre citoyenneté, cette fois-ci, c'est confortons notre souveraineté. Donc nous considérons que le travail a été largement engagé dans le processus de décolonisation depuis 1999. Et donc, nous avons un bilan, par principe, la liste unie, qui est composée donc, de 2 composantes du FNKS. L'UNI comprend donc le Palika et l'UPM, et à l'ouverture, une association qu'on a appelée Union nationale pour l'indépendance dans la diversité. Donc, nous avons pris le temps de faire le bilan à la fois des élus, de la gestion donc, des institutions, des prises de position qu'on a pu développer pendant 4 ans, mais aussi entendre ce que disent nos structures de base. Mais dans la tournée, la campagne, on s'adresse à l'ensemble de la citoyenneté. Et donc, dans toutes ces rencontres citoyennes, disons, nous entendons, nous répondons aux questions de beaucoup de concitoyens qui ne sont pas forcément des adhérents de nos 3 organisations. C'est l'objectif, aller récupérer cet électorat qui n'est pas forcément... La démarche unie, nous la développons depuis 1995. Et donc, dans l'accord de Nouméa, on a poursuivi la chose. Cette démarche consiste à dire que le vivre ensemble, le destin commun, quand on parle de rééquilibrage, c'est de d'aller vers les autres. D'abord, chacun s'ouvre aux autres, mais en quelque sorte, dépasser les clivages entretenus de longue date par le système que nous disons colonial.
c'est pas un gros mot. Parce que dans l'accord de Nouméa, il y a bien un processus de décolonisation. C'est la base de la reconnaissance des choses. M. Paul Niaoutine, le processus de décolonisation qui a commencé en 1999, le moment où vous avez vous avez commencé votre première mandature, on arrive à la fin de cette mandature. J'étais l'un des négociateurs et des signataires de l'accord de Nouméa, signé avec le RPCR et l'État. Nous arrivons au terme de... On va dire, nous ne sommes pas encore au terme, puisque justement, il y a une nouvelle mandature pour 5 ans. Voilà. C'était symbolique pour vous d'aller jusqu'au bout. C'est pas symbolique. Je veux dire, moi, je ne suis pas là pour faire du symbolisme ou de faire de la représentation. Ce sont mes coulisses. Enfin, je veux dire, les 3 structures m'ont demandé de repartir dans cette mandature. Parce que nous entendons sur le terrain, les gens disent vous avez un bilan, on sait ce que vous avez fait. Donc on leur dit écoutez aussi les autres. Mais nous sommes là pour conforter ce que nous avons fait. Et donc nous, on ne parle des candidats qu'après avoir fait le bilan et les perspectives, dresser les perspectives. Mais j'ose imaginer que c'est aussi symbolique pour vous en tant que signataire. Je n'aime pas le mot symbole. Moi, je suis un militant engagé. J'ai commencé sur le terrain. Je n'ai pas jamais demandé à faire de la politique. On m'a demandé de faire. Donc moi, le symbolisme, ce n'est pas mon truc. Je suis là, engagé, et j'assume ma signature dans l'accord de Nouméa au nom du FLNKS et de mon parti politique. Et donc, je n'ai rien à faire de symbolisme. Donc, moi, je suis un acteur de la société civile et politique. Ouais. Donc, je vais retirer le mot symbolique, mais juste à titre personnel, est-ce que ça a du sens d'aller jusqu'au bout je me répète peut-être un peu. Hein, je vous demande de me comprendre. Moi, j'ai été désigné comme négociateur de l'accord de Nouméa. J'ai négocié et on a signé à 3. Donc, je suis engagé. Donc, dans mon engagement, si l'accord de Nouméa doit se poursuivre par une 5e mandature, je suis engagé dans ce processus-là. Donc, je dois y être. Les autres signataires, je crois que dans les partis, les 2 listes de FLNKS, au sud et chez nous dans le nord, il y a 2 signataires à l'UNI dans la liste de FLNKS. À part Simon Léocotte, je n'ai pas trop vu d'autres signataires dans les autres listes. Donc, par contre, nous, le FLNKS, une fois qu'on a signé l'accord de Nouméa, nous a chargé, nous les signataires, d'être là pour assumer donc, la mise en œuvre. Et donc c'est la raison pour laquelle je suis là d'abord et pas pour autre chose. Hein. En 2014, lors du dernier scrutin, les dernières provinciales, l'UNI avait obtenu 8 876 voix et donc permis d'obtenir 9 sièges à l'Assemblée provinciale Nord, 9 élus. Quel est l'objectif cette année ? Je dis que le slogan de le mot d'ordre, le leitmotiv, ça dépend des mots qu'on utilise, c'est confortant notre souveraineté. Donc la dernière fois, c'était confortant notre citoyenneté. Nous considérons que la citoyenneté est acquise. Et donc l'objectif, c'est quoi? C'est d'aller continuer à conforter les bases d'un destin commun. Hein, dans la citoyenneté calédonienne. Donc on s'adresse à l'ensemble, puisque précisément ceux qui votent, qui allons voter donc, le dimanche, nous sommes citoyens, donc nous votons pour nous-mêmes à travers les propositions de chaque liste. Donc il faut aller voter. Oui. Donc on appelle à voter. Nous on propose de voter pour ce que propose l'UNI, mais il faut aller voter, parce que la prise de responsabilité, c'est quand on exerce ce droit. Donc s'il n'y a que 10 qui vont voter sur 100, c'est les 10 qui vont décider pour tout le monde. Donc il faut qu'on aille voter. Donc j'ai cru comprendre que cette mobilisation elle a été avérée pour le 4, puisqu'il y a pratiquement eu 80% de participation dans nos communes. On a augmenté les performances pour le oui dans les communes dites non indépendantistes. On a plus que doublé les participations. Donc nous conforter, c'est faire en sorte que ceux-là qui ont fait le chemin vers l'objectif d'assumer ensemble dans la citoyenneté le destin commun, mais dans la pleine souveraineté, nous proposons avec partenariat. Les autres organisations non indépendantistes n'ont pas voulu en parler. Donc, nous sommes dans le processus. Donc, puisqu'il y a une nouvelle mandature, nous allons conforter la construction de la souveraineté
du pays dans les 5 prochaines années. Et il y a effectivement l'opportunité d'une deuxième, voire d'une troisième consultation. Alors, j'aimerais revenir sur une situation qui a touché la province Nord depuis 2014, la crise mondiale qui a impacté l'Occident, qui ensuite a fait ricocher, touché ensuite la Nouvelle-Calédonie. Il y a eu la chute des cours du nickel, mais également les incidents qui ont touché l'usine de Vavout, notamment le problème avec l'une des unités de production. Ça a eu un impact sur le dynamisme de la zone VKP. Mais également, on a senti un certain attentisme qui s'est installé jusqu'à aujourd'hui. Pensez-vous en faire les frais? Moi, les citoyens, ils sont là pour savoir si on a fait quelque chose pour eux ou pas. Donc, s'il faut constater qu'il y a eu des incidents techniques sur la chaudière et ensuite sur les lignes de production, nous, et moi personnellement en tant que président, je fais confiance à notre partenaire industriel. Et donc qui est aussi notre partenaire commercial. Pour régler le problème, c'est ce qui a été fait. Et pour financer, hein, donc, on est à près de 1000 milliards de francs CFA. Donc financé par notre partenaire à 49%. Donc je veux dire, les gens qui habitent dans la province Nord, on sait ce qui existe là sur VKP, qui n'existait pas avant le lancement de cet équipement industriel en 2008. Hein. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que s'il y a attentisme, je ne sais pas de quoi on parle, parce que les chiffres de l'économie tels qu'ils ont été publiés par le Sérum et d'autres instances, en Nouvelle-Calédonie, on n'a pas été aussi impacté que ça par rapport à ce qu'ont vécu d'autres pays. Donc, y compris avec la fin de la construction, le démarrage, et y compris le problème qu'il y a, en province Nord, il y a des activités. Donc la province Nord a mis en place tout un dispositif qui, même pour accompagner la démobilisation, c'est-à-dire après la fin de la construction. Et donc, j'ai fait des débats avec, par exemple, la FANC ou d'autres opérateurs qui disent nous sommes là, nous allons continuer, mais est-ce que les choses vont être faites, par exemple, pour continuer à protéger l'industrie calédonienne? Ben oui, si on en est reconduit, on va faire toutes ces choses-là. Donc je veux dire, nous ne sommes pas à faire des promesses. Nous, notre bilan, il est là. Et donc nous allons poursuivre. Et donc je ne sais pas dire autre chose que nous avons un bilan. Il y a des activités qui ont été créées. Nous continuerons à les appuyer. Et s'il faut adapter un certain nombre de dispositifs, on s'y mettra, mais on va écouter ce que disent les citoyens calédoniens ou les acteurs de l'économie calédonienne ou la population. C'est ce que nous faisons dans la campagne. Alors maintenant, j'aimerais vous faire réagir sur un article qui est paru aujourd'hui dans les colonnes des Nouvelles Calédoniennes et qui a été publié sur la page Facebook du journal Le Quotidien. On va voir. Donc c'est un entretien que vous avez accordé aux Nouvelles Calédoniennes, comme je vous le disais, intitulé « La pleine souveraineté, la condition de l'épanouissement des populations ». On voit en bas à droite de votre photo un commentaire qui dit, je cite, « Les Africains ont obtenu la pleine souveraineté. Pourquoi traversent-ils alors la Méditerranée pour fuir leur beau pays merveilleux ?» Bon, c'est un commentaire, une réaction que l'on entend à chaque fois quand on parle d'indépendance, mais tout de même, ce sont des commentaires publiés par des électeurs potentiels, pourquoi pas, pour la liste unie dans le Nord. J'aimerais avoir votre réaction. J'ai fait le signalement, donc... un parlementaire, on va dire, de droite, qui est venu ici bien avant le 4 novembre, ce sujet-là, il a été évoqué. Moi, j'ai juste dit, mais tous ces gens qui traversent la Méditerranée, ils suivent le chemin par où sont parties leurs ressources. Puisque pendant la colonisation, on a exporté leurs ressources. Est-ce que la colonisation a fait quelque chose pour le développement du pays? Il a fallu que ce pays-là arrive à l'indépendance, peut-être pour nationaliser des investissements, mais peut-être que les classes dirigeantes ont récupéré la valeur ajoutée pour
pour eux-mêmes et pas distribuer à la population. C'est ce que vous voulez essayer de faire avec la doctrine nous, on a nickel. une doctrine nickel ici, donc je veux dire, c'est précisément ce qu'on n'a pas envie de optimiser, vivre. maximiser la ressource. Un fonds souverain, c'est-à-dire, je veux dire, les ressources du pays appartiennent au pays, on les valorise, on les transforme. Pour les besoins d'abord des citoyens du pays, mais pendant longtemps la colonisation et même les multinationales ont puisé ça pour emmener ailleurs et les transformer et faire la valeur ajoutée. C'est peut-être ça ce que les gens qui traversent la Méditerranée, puisque le pays n'a pas été développé pendant la colonisation, mais quand ils arrivent à la pleine souveraineté, les leviers de l'économie sont peut-être déjà logés ailleurs. Moi j'ai été en Afrique du Sud, les dirigeants là-bas m'ont dit mais le code minier tel qu'il existe, même si on est indépendant, mais les titres miniers appartiennent aux sociétés multinationales, on n'a rien. Comment vous faites, vous, qui n'êtes pas encore indépendant? On valorise juste le capital nature. Il y a d'autres commentaires aussi qui reviennent quand on parle de ressources de nickel, et j'aimerais là aussi profiter de l'occasion de vous interpeller là-dessus. Comment vous comprenez que certains craignent que les Chinois viennent faire main basse également sur la ressource? Je ne sais pas de quoi ils parlent. Puisque nous, notre stratégie, c'est justement que les ressources soient valorisées par les collectivités calédoniennes pour le peuple, pour le pays souverain. Donc ceux qui parlent des Chinois, je fais remarquer que dans le passé récent de tout ceci, par exemple, autour de Vale Inco, il avait été question à un moment donné dans les journaux que peut-être un investisseur chinois allait venir dedans. Mais s'il était rentré dedans et qu'il prenait la majorité là-bas, mais les titres miniers ont été donnés par la province sud, les dirigeants de l'époque, ils les ont donnés à Vale, à Inco, qui est une vallée. Donc dans l'usine qui est là-bas au sud, sous la gouvernance donc, de mes co-responsables de gestion publique, ils ont donné les titres à une société étrangère. C'est parce que nous faisons ici. Donc si les Chinois devaient faire une OPA sur Vale ou Inco de la même façon que sur la SLN ou Eramet, bien sûr, sur Eramet, ils prenaient 54% des titres des surfaces minières de la Nouvelle-Calédonie. Donc je ne vois pas de quoi on nous parle, puisqu'il n'y a aucun Chinois qui est arrivé ici. Là. Je vous propose que l'on parle maintenant de votre programme. Je pense que c'est la partie qui vous intéressait le plus, que l'on détaille votre programme. J'aimerais que l'on regarde maintenant ce reportage, un extrait d'un reportage qui a été diffusé mardi. Il s'intitule « Le permis à tout prix ». Il a été tourné à Puebo par Natacha Orgui. Depuis le mois de février, c'est le même rituel pour Géraldine, 53 ans. C'est à Koumak que se trouve la plus proche des auto-écoles et qu'elle se rend pour suivre ses cours de code de la route. Les rotations régulières du rail arrangent la candidate. Le jeudi, on n'a pas le retour sur Puebo et vendredi, on n'a pas celui qui arrive de Puebo à Koumak. C'est pour ça que j'ai choisi les 3 jours parce que voilà, il y a la rotation de rail le matin et l'après-midi, tous les lundis, mardis et mercredis. Pour les 3 jours de déplacement sur Koumak, la maman au foyer doit dépenser environ 9 000 francs. Elle ne peut suivre ses cours un mois entier. 1 000 francs l'aller, le retour et le casse-croûte. Ça me fait 3 000 une journée. Une matinée, parce que je viens que pour la matinée. Si je suis un mois de cours de code d'auto-école, ça me revient trop cher. Alors, je me suis organisée. Je viens pour un mois, j'essaie de venir au moins 15 jours. Et 15 jours, voilà, ça me donne le temps de mettre de l'argent de côté pour mes 15 jours où je viens sur Koumak. Dans cette auto-école, ils sont plus de 70% des candidats à résider hors Koumak. Alors Paul Niaoutine, dans ce reportage, on retrouve une problématique qui est la mobilité des habitants et le désenclavement. Encore en 2019, on en parle. Que proposez-vous dans votre programme pour que justement les facteurs, ce genre de facteurs d'inégalité se résorbent? Nous, on a soutenu les opérations développées par comment on appelle ça, la sécurité routière et tout ça, là, sur les permis, les communes qui ont demandé à être aidées pour faire passer les permis.
Mais quand on parle de la mobilité, c'est d'abord la politique d'aménagement des réseaux et autres. Mais nous avons largement contribué à développer les réseaux en province Nord. Ce que nous disons dans cette campagne, c'est que justement, les équipements et beaucoup d'investissements, je veux dire, les activités que nous avons soutenues peuvent souffrir, par exemple, en cas de cyclone, du fait que même s'il y a une route ou un pont, oui. Si la chose est démolie par l'inondation, est-ce qu'on a la capacité de réagir tout de suite pour rétablir la circulation? Parce qu'il peut y avoir des enfants qui ne peuvent pas aller à l'école, parce que le pont, l'ouvrage d'art a été enlevé, ou aller aux soins. Donc nous, c'est en ce sens-là qu'on dit que nous avons fait l'essentiel, ce que nous avons été en mesure de faire. Ce sont donc les équipements et les infrastructures de base. Maintenant, il faut qu'on se préoccupe de la qualité de la vie. C'est-à-dire que même si on a eu construit des lycées avec l'État, bien sûr, on a eu le concours de l'État, des collèges, etc., il faut maintenant qu'on traite les sujets qui permettent aux citoyens de bénéficier. Le CHN vient d'être ajouté ici, ça fait trois implantations d'hôpitaux. Mais donc, il faut qu'il y ait les choses. Il y a un centre d'hébergement. Mais est-ce que les gens vont pouvoir... C'est le transport public. Je suis d'accord avec vous, mais on sent tout de même des disparités en matière de développement urbain. VKP, que l'on peut caractériser comme étant le pôle urbain, et le reste où l'activité économique est faible. Alors vous me direz qu'après, c'est le rôle des communes. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord pour dire que c'est un pôle urbain. On a structuré un pôle, mais on est dans la ruralité ici encore. Donc, je veux dire, c'est pas le centre de Nouméa qui est damé. Non, on n'ira pas jusque-là. Donc, on voit quand même une différence. Nous, on a parlé de pôle de développement, on n'a pas dit pôle urbain. D'ailleurs, la ville de Koné a choisi comme objectif d'urbanisme de faire quelque chose d'océanien. Donc, je veux dire, là où il y a une usine, il y a eu la possibilité d'employer des gens et que des entreprises se construisent. Mais elles ne sont pas en force. Tous ces gens qui travaillent et autres, c'est de la citoyenneté. Et là où il n'y a pas d'usine, justement. Qu'est-ce que vous voulez qu'on aille faire une usine, par exemple, à Yengen? Il n'y a pas de mine là-bas. Non, peut-être pas au niveau de la mine, mais... Non, mais laissez-moi faire. Je suis là pour expliquer mon programme. Hein. Donc, je veux dire, ce n'est pas parce que les autres disent ça qu'il y a des pauvres sur la côte d'Est ou des miséreux. Mais cette usine, quand on l'a faite, elle emploie des gens d'un peu partout. Il a fallu qu'on aille dans les tribus pour voir qu'il y avait éventuellement... il y avait un certain nombre de citoyens qui avaient des diplômes, mais qui n'avaient pas choisi d'aller travailler, et on les a mobilisés, on les a préparés, ils sont rentrés ici. Ils sont de toutes les communes de la province Nord. Oui. Donc je veux dire, quand on parle comme ça, c'est comme si que on peut faire... Parce que je suis de la côte Est, qu'est-ce que je fais pour la côte Est? Mais sur la côte Est, les gens ne sont pas des miséreux. Oui, ils vivent de l'économie traditionnelle. On fait le nécessaire pour amener les services publics qui leur manquent pour améliorer leurs conditions de vie. Mais on ne va pas planter une usine. Et donc l'ASLN, par exemple, dont on va revenir là, sans doute tout à l'heure. Oui. Donc est-ce que le groupe Eramet d'ASLN fait quelque chose de plus dans les communes où il y a des activités minières? Droit de réserve. Oui. J'obtiens mon droit de réserve. Ouais. Je ne me prononcerai pas. Non, mais je dis ce que je dis. Je veux dire, quand on a été chercher la SLN, moi, personnellement, en 90, pour faire, si on peut faire cette usine dans le Nord, comment on appelle ici, la Népouille, puisqu'ils allaient ouvrir le Copito, on m'a dit, tu ne sais pas, le PDG a dit, tu ne sais pas ce que ça coûte de créer une nouvelle usine. Je sais ce que c'est près de 1000 milliards. Et on en a fait une deuxième en Corée du Sud. Mais on va faire une usine là où il y a, mais ailleurs, on peut valoriser la biodiversité. Le premier ferme pilote pour le Poids. Voilà, parce que c'est ce que je voulais évoquer aussi, les économies alternatives. On le fait à Touo. Que vous développez à Touo ou encore les coquilles Saint-Jacques à Poum. On va faire les choses en fonction des potentialités locales. Et donc, de ce que veulent faire aussi les gens, ce que veulent faire les élus communaux, de leur projet
de dynamisation de la zone. Par exemple, je viens de Kanala, mais il n'y a pas que la mine à Kanala. Les gens ils parlent aussi de l'économie vivrière, de la pêche. Ils demandent c'est où les outils, mais on leur explique. Est-ce que vous pouvez vous en saisir? Saisissez-vous-en. Enfin, voilà, on a fait des économistes par zone. Hein? Oui. Donc, par exemple, sur cette zone-là, l'économie mixte, il n'y a pas de projet qui arrive de ce côté-là. Les gens disent, mais ils ne sont pas forcément au courant, donc on explique. J'ai un autre exemple à vous montrer, cette fois-ci avec un reportage qui a été réalisé du côté de Wailou, où l'actualité, on a eu un médecin qui a été agressé. Conséquence, les urgences sont assurées uniquement un service minimum. Je propose de regarder cet extrait. Joba et sa compagne sont arrivés à la hâte ce matin. Brûlée à la main, leur fille a pu être prise en charge par le médecin de garde. Au dispensaire, depuis lundi, les portes sont closes. Seules les urgences sont assurées. Venu de la tribu de Newa, à plus de 25 km du dispensaire, le père de famille s'inquiète de cette fermeture. Elle a été brûlée ce matin par l'eau chaude. C'est vrai qu'on est venu en urgence. Là, on ne savait pas qu'il y avait des incidents comme ça qui s'est passé la semaine. Sinon, là, quand on pensait après à la PMI, on pensait que c'est grave. Intervenu sur un accident de la route dans la nuit de samedi à dimanche, un médecin a été victime d'une agression. Menaces, violences verbales et physiques, altercations, mais aussi vols et dégradations, des incivilités dans le personnel des dispensaires est souvent victime. En témoignent les communiqués de la province Nord, appelant la population au respect de son personnel. Une petite réaction. Oui, en effet, la province Nord soutient les agents au service de la santé publique, mais privés également. Hein. Donc, je veux dire, on en parle dans la tournée, parce qu'il faut mieux qu'on assume ce qui se passe. Mais les médecins, on a du mal à trouver des médecins, du personnel hospitalier. Donc, je veux dire, on est bien obligé d'en prendre dans les opportunités des gens qui parlent. Même en Europe, en France, c'est le même problème. Mais ici, est-ce que c'est ce qu'on dit, c'est une responsabilisation de nos citoyens. Est-ce qu'on peut respecter le bien public et les services, ceux qui sont au service, à disposition pour le service public? Donc ça passe, je veux dire, ce ne sont pas les élus, je veux dire, seulement. Donc on protège nos gens, donc on fait le nécessaire, mais quid des parents déjà. Donc ces jeunes qui... Si on dit que c'est des jeunes, mais ce n'est pas aussi évident que ça que ce sont des jeunes, mais la terminologie, dès qu'il y a quelque chose, incivilité ou autre, on dit jeune. Nous, on dit la jeunesse, c'est une étape dans la vie de tout le monde. Donc je veux dire, tous les jeunes ne sont pas comme ça, il ne faut pas les cataloguer. Mais est-ce qu'on peut traiter le sujet dont il est question? Donc nous, on dit qu'il faut respecter les équipements et les services qu'on met à la disposition de la population. Est-ce qu'on est relayé? Si on n'est pas assez relayé, il faut qu'on continue à sensibiliser notre population citoyenne, parce que ça passe par là. Mais quand on est obligé de fermer, mais parce qu'il faut savoir aussi que les agents, ils ont le droit à, comment on appelle ça, le terme exact, j'ai oublié le terme qui dit, si je suis en danger, le droit de retrait. Ça existe, hein? C'est dans la loi. Et donc, mais on ne va pas mettre un policier devant chaque dispensaire. Mais pourquoi on s'en prend aux écoles ou aux agents? C'est peut-être une perte de valeur. Hein? Puisque de là d'où on vient dans notre culture, culture partagée, il faut respecter les choses les églises, les écoles, le bien public, parce que c'est au service. Donc s'il y a une perte de repères, peut-être qu'il faut traiter d'où ça vient. Mais ce n'est pas seulement les élus qui peuvent faire quelque chose. Par contre, quand on ferme, on sait très bien que ça fait partie de ces choses que je disais tout à l'heure, qu'il y a un impact dans la qualité de la vie des gens. Excusez-moi, je suis obligé de vous couper par rapport à ce dossier sur les incivilités et le sentiment d'insécurité au pays. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, donc j'aimerais évoquer avec vous un mot de nickel. J'aimerais revenir sur l'autorisation d'exportation des 4 millions de tonnes qui a été accordée par le gouvernement à la SLN. Donc la SLN, pour recontextualiser, pour produire 55 000 tonnes de ferro-nickel, elle consomme 3,4 millions de tonnes de minerais. Et donc, je le disais, que le gouvernement a autorisé l'exportation de 4 millions de tonnes,
Ce qui veut dire que la SLN se retrouve donc avec un prélèvement de 7,4 millions de tonnes. Qu'en pensez-vous, Paul Niaoutine? J'ai reçu Mme Bory en tant que PDG en février, début février, et il n'y a pas très longtemps. Au moment que l'autorisation, elle est venue pour plaider cela. Donc la position du président de la province là est sortant, parce que voilà, ou de la tête de liste de l'UNI, c'est que je suis opposé et je lui ai dit par 2 fois que pour moi, en termes politiques, je veux dire, c'est comme si c'était une nouvelle version de la politique de la terre brûlée. Au moment où on doit se prononcer sur l'avenir du pays, ben on va vider les mines en exploitation de plus de volume qu'on ne transforme localement. Ça veut dire quoi ça? Je veux dire, la SLN n'a jamais fait à ce niveau-là pendant des décennies, Et c'est maintenant qu'on arrive là, ben, ça serait pour retrouver un certain équilibre, mais sans qu'il y ait des perspectives. C'est-à-dire que ces millions de tonnes à l'export, ben, on aurait pu améliorer le procédé de la SLN pour les traiter ici, ou est-ce qu'on peut les orienter vers les usines offshore que l'on est capable de nous monter, puisqu'on a été capable déjà d'en faire. Et donc ramener ici au moins 51% de la valeur ajoutée en termes de dividendes et payer de la fiscalité. Et je veux dire, c'est ce que les loyalistes n'ont pas voulu qu'on fasse. On n'est pas arrivé à 52,1% de la SLN, on est resté à 34%. Et donc la gouvernance de la SLN revient au groupe Eramet, qui est un groupe privé maintenant, c'est plus l'État. L'État y a injecté des fonds. Donc il se préoccupe de savoir si cette dette va être remboursée. Et donc certainement que Mme Bory, elle dit on va valoriser ce qu'on met sur le côté, précisément parce que ça ne passe pas dans notre procédé, on va l'exporter. Mais moi ce que je dis, c'est que dans ce minerai mis de côté, parce que le procédé SLN ne peut pas le transformer, est-ce que vous faites ça et à terme, on a une perspective que vous allez faire passer un autre procédé qui arrête d'écrémer la mine? Ben non, on n'est pas en mesure de le faire. Et donc je suis opposé. Donc je vais remettre en cause les autorisations d'export qui ont été données pour la transformation locale. Donc si on change de destination, il faut aller jusqu'au bout du chemin minier. Donc voilà, j'essaie d'être rapide. Je suis opposé et aussi parce que ce minerai vient essentiellement de la province d'Ar. Alors que nous, on essaie de développer notre stratégie. Mais nous sommes à 34%, nous, la STCPI, donc les 3 provinces, dans le capital de la SLN. Donc on se préoccupe. S'il faut absolument valoriser ce produit-là, ce minerai qui ne passe pas là, on peut le transformer dans notre usine en Corée du Sud ou monter notre montage et ramener ici au moins quelque chose, non pas les vendre aux Chinois, qui eux vont, là par exemple, ils vont décomposer la chose, ils vont récupérer les autres minerais rares ou métaux rares et autres, lithium et compagnie, alors que là on ne valorise que le ferro-nickel et à la limite le cobalt dans le sud. Donc du coup le président sortant va déposer un recours. C'est trop tard maintenant. Je veux dire, j'ai dit que je serai élu quelque part. Donc je vais utiliser mon droit pour faire respecter le code minier et donc vérifier si ces 50 000, c'est 4 millions de tonnes qui équivalent à 50 000 tonnes de métal, 50 000 tonnes de tonnes contenues par an dans les 4 millions là. Oui. Si on ne parle que du nickel. Mais les autres composantes, on les donne aux autres qui vont les transformer. Donc, est-ce que cette autorisation a été donnée? Parce que si on les prend sur les sites, on a eu ça sur le terrain, sur les sites déjà en exploitation, mais c'est pour la transformation locale. Et donc maintenant, au-delà de ça, on va sur 10 ans. Donc, on était en fin de mandature, je pense que le gouvernement n'était pas obligé d'aller nous engager au-delà de la fin de la mandature, laisser la responsabilité aux nouveaux. Donc, si nous, on prend la majorité du Congrès, nous, les indépendantistes, si j'ai quelque chose à dire, est-ce qu'on peut revenir sur cette autorisation? Alors justement, c'est ma dernière question. Je pense qu'il ne nous reste pas une minute, il nous reste une minute, me dit-on, à l'oreillette. L'objectif, c'est d'obtenir la majorité au Congrès. Donc ça, c'est dimanche, après les élections du 12 mai. Forcément, il y aura un vainqueur en province sud. Est-ce que vous préféreriez, et là je parle bien au conditionnel, dialoguer avec Calédonie Ensemble ou Avenir en Confiance?
sachant que Calédonie Ensemble Moi, est pour un seul... à la sortie, au dernier comité signataire, j'ai dit, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous fasse confiance, parce que vous êtes déjà de votre signature de l'accord de Nouméa. Donc moi, je dis simplement ça. Il n'est pas question de revenir sur le corps électoral citoyen. Il n'est pas question de ne pas organiser les prochaines séances parce qu'il y aurait un nouvel accord qu'on a, pendant 4 ans, on n'a pas été capable de s'entendre pour aller ensemble à la pleine souveraineté, y compris dans le partenariat, alors que textuellement, c'est ce qui est écrit dans l'accord de Nouméa. Donc, je veux dire, attendons d'abord le résultat des élections et on verra bien qui sera là. Et donc, les nouveaux élus, ben, ils verront bien si, mais je ne vois pas sérieusement qu'est-ce que je peux discuter avec des gens qui se sont déjugés. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Paul Niaoutine, d'avoir accepté cette invitation. Je rappelle que Calédonia déploiera un important dispositif pour vous permettre d'être au cœur des provinciales. C'est ce dimanche, prise d'antenne à 17h30. Merci à tous, bonne soirée.